Les guerres, les humbles meurent sur la ligne de front et la finance tire son épingle du jeu. Cette considération banale est sur le point de devenir une réalité éclatante et symbolique dans le cas de la guerre en Ukraine, puisqu'on apprend que dans les négociations États-Unis-Ukraine qui se poursuivent, la société BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, est partie prenante des négociations avec son grand patron en personne, Larry Fink. C'est donc BlackRock qui tirerait le gros lot, puisque cette entreprise se verrait confier les centaines de milliards de fonds russes gelés afin de gérer la reconstruction de l'Ukraine. L'administration américaine a contraint nos amis ukrainiens à travailler sur donc une nouvelle version de son plan de paix qui n'est plus en 28 points mais en 20 points, dont on ne sait pas grand-chose sur les négociations en cours. On a vu sur le post X de M. Zelensky et de la première ministre ukrainienne des réunions du groupe technique relatif à l'accord sur la mise en place du fonds de reconstruction de l'Ukraine qui serait financé pour moitié par les avoirs russes actuellement gelés au sein de l'Union européenne. Ce qui est significatif, c'est que l'administration Trump a annoncé que ce fonds serait géré sous direction du fonds d'investissement bien connu américain BlackRock, l'un des premiers au monde. Ce qui explique d'ailleurs que M. Fink, le patron de BlackRock, était autour de la table lors de la réunion de ce groupe de travail pour mettre en place ce fonds d'investissement, et on y aurait débattu notamment des priorités de l'administration ukrainienne et de l'administration américaine sur la reconstruction de l'Ukraine. On peut gager que si BlackRock y est, cela veut dire que dont les liens avec l'État profond américain ne sont plus à démontrer, cela veut dire que l'État profond, en fait, est en train de se rallier au plan Trump, à condition, bien sûr, d'y gagner quelques billets au passage pour assurer le pantouflage des hauts cadres de la CIA et du département de la guerre américain. Et s'il veut parvenir à un accord, Trump, outre trouver une solution pour se mettre dans la poche au moins une partie de l'État profond, doit aussi agir rapidement. En effet, les projets de Trump prévoient une saisie importante d'avoirs russes gelés qui constitue en quelque sorte une monnaie d'échange avec les Russes pour le Donbass. Pour rappel, la partie russe a officiellement annexé 4 oblasts ukrainiens en 2022, mais ne les contrôle pas intégralement. Si Moscou semble prêt à faire des concessions sur les parties des oblasts de Kherson et de Zaporizhzhia qui ne sont pas contrôlées, en revanche, les Russes ne veulent faire aucune concession sur le Donbass, et sur le quart de l'oblast de Donetsk qu'ils n'ont pas encore conquis. Conclure la guerre sans avoir pris l'intégralité du Donbass serait clairement risqué pour le pouvoir russe, qui ferait face aux critiques de son aile droite, appelé en Russie « turbo-patriote ». Sauf que voilà, sur le terrain militaire, on estime qu'en l'état des choses, d'ici 1 an, le Donbass pourrait être intégralement conquis par les armes. Une situation qui n'arrangerait pas Trump, qui doit avoir quelque chose à monnayer avec les Russes d'une part, et qui souhaite d'autre part avoir clôturé la guerre en Ukraine avant les élections de mi-mandat de novembre 2026. D'où la proposition de faire du Donbass, encore sous contrôle ukrainien, une zone tampon dans laquelle l'armée russe n'entrerait pas, même si dans les faits, le territoire passerait sous contrôle russe. Côté ukrainien, l'idée d'accepter des pertes territoriales semble doucement faire son chemin. Maintenant, M. Zelensky n'exclut plus la concession de territoire, simplement il la soumet à un référendum ou à une élection. La bataille en fait de la semaine dernière relative à pousser l'Ukraine à changer sa législation et à pouvoir faire des élections en temps de guerre serait motivée aussi en partie par cela. Sachant que dans l'accord en 28 points que l'on avait vu précédemment, il était prévu un scrutin présidentiel dans les 3 mois, à la suite donc de la signature de l'accord. La loi de finances pour 2026 en Ukraine a été votée par une très large majorité récemment. On voit bien qu'il y a une sorte de consensus au sein de l'establishment ukrainien pour garder momentanément M. Zelensky, car on est face à un président terriblement affaibli depuis les dernières arrestations, surtout que dans la salle d'attente figure le secrétaire du Conseil de sécurité, un autre proche de M. Zelensky, qui est Umerov, dont je crois l'arrestation devrait être annoncée ou a déjà été annoncée. Son arrestation signifierait pour M. Zelensky un dépouillage complet de ses proches, des poids lourds en fait de son équipe rapprochée. Donc c'est un homme seul qui doit négocier et qui doit se rechercher des nouveaux alliés. Reste à voir désormais ce que pourront encore faire les Européens.
En effet, la situation financière de l'Ukraine est très difficile et sans arrivée d'argent occidental, le pays pourrait se retrouver en cessation de paiement au printemps 2026. C'est bien la raison pour laquelle Ursula von der Leyen et les eurocrates exercent une pression extrême sur la pauvre petite Belgique pour qu'elle accepte la saisie ou le gage des avoirs russes gelés qui se trouvent sur son territoire, quitte à risquer la banqueroute totale si les Russes venaient à obtenir satisfaction sur leur remboursement en saisissant la justice internationale. En cas de refus de la Belgique, von der Leyen menace le pays de finir marginalisé au sein de l'Union européenne, comme l'est actuellement la Hongrie de Viktor Orban. Si von der Leyen parvient à débloquer les 80 milliards d'euros nécessaires au financement de l'Ukraine, on estime alors que le conflit pourrait encore durer pour l'année 2026. Les négociations à Bruxelles prévues la semaine prochaine s'annoncent donc explosives.